l'épistémologie peut donner l'impression que le meilleur moyen d'échapper à des objections sceptiques ou solipsistes, aussi lassantes qu'irréfutables, consiste à être doté d'un solide sens du réel. La condition pour aborder des questions plus spécifiques concernant la nature ou la valeur de la connaissance serait donc d'admettre la réalité du monde extérieur. C'est en ce sens qu'on pourrait parler d'un principe de réalité à la base de l'épistémologie. Et puisque cette réalité ne pose pas de problème pour le sens commun, l'épistémologue est tenté de se réconcilier avec ce dernier en un geste, celui du coup de pied ou du coup de poing, voire du coup de tête, dans un réel donc, qui résiste. Autrement dit, il peut être tentant de se débarrasser d'objections apparemment aussi dénuées de sens que peut-être que tout cela n'est qu'un rêve, ou peut-être sommes-nous des cerveaux dans une cuve, ou peut-être suis-je le seul esprit dans le monde, par un geste lui-même dénué de sens, un coup dans un mur, un réverbère ou une table. Je suis en train de penser qu'il y a un petit handout en anglais pour ceux qui veulent. Ouais, vous l'avez, très bien. Donc pour le dire avec Russell, les rêveries philosophiques autour des montagnes d'or et autres carrés ronds sont aussi ridicules qu'un naturaliste dont la spécialité serait d'étudier les licornes. Et donc il y a dans ce genre de philosophie, je cite Russell, un défaut de ce sens de la réalité qui devrait être préservé jusque dans les études les plus abstraites. Et tandis que l'hypothèse, alors pour le moment je vais dire sceptique, idéaliste, solipsiste, sans faire de distinction, donc cette hypothèse nous envoie dans les sphères éthérées d'une spéculation dépourvue de toute vraisemblance. En revanche, frapper un objet nous ramène au bon sens, à la réalité des objets, des choses, au plancher conceptuel des vaches. Donc en fait, loin d'être sur le même plan, le coup de pied sans prétention l'emporterait sur la mise en question sceptique, car il serait philosophiquement plus sain, sous une apparence d'absurdité radicale. Ça peut être un coup de pied même dans une racine de marronnier, si on veut être vraiment extrêmement absurde. Eh bien, le coup de pied l'emporterait sur le scepticisme. D'où donc la question, l'argument du coup de pied est-il un argument coup de poing ? J'ai hésité avec d'autres formulations. Vous pouvez demander l'argument du marteau est-il un argument massue ? Ou encore l'argument du coup dans le mur est-il un argument en béton ? Alors, je n'ai pas l'intention donc, de discuter la valeur de la thèse idéaliste, mais de sa réponse réaliste, de son objecteur réaliste, qui consiste donc à dire qu'on ne peut pas douter de la réalité du monde extérieur lorsqu'on se cogne, lorsqu'on donne ou lorsqu'on reçoit un coup. Les théories philosophiques antiréalistes seraient réfutées par un simple choc. Alors, savoir si on peut formuler les choses de cette manière-là, ce sera l'objet de ma présentation, et voilà, je tenterai de donner une pertinence à l'argument donc, de l'estocade dans le réel, qui devra être une estocade dans l'idéaliste aussi. C'est ce qu'on appelle en fait l'argument de la pierre, argumentum ad lapidem. Cet argument a un statut qui est en fait celui d'un sophisme. Donc est-ce que c'est un sophisme? Est-ce que c'est un argument rhétorique? Ou est-ce qu'il faut bien le prendre au sérieux comme quelque chose de l'ordre d'une confiance dans l'évidence des sens? Alors, je vais commencer par quelques formulations de l'argument. La réalité, donc, c'est ce qui peut rendre les coups. C'est une formule qu'on retrouve très souvent sous la plume d'un certain nombre d'auteurs qui sont sous la vignette. Pour autant que je me souvienne, il s'agit de gens tout à fait respectables comme Richard Dawkins et d'autres, physiciens, naturalistes, biologistes. Donc la formule qui est assez récurrente, c'est « Reality is what can kick back ». On peut avoir l'intuition que ça vient de Popper, qui utilise cette formule comme un critère du réel. Il dit, on peut dire d'un corps physique comme une pierre qu'il existe parce qu'il peut être, j'ai renoncé à traduire juste pour cette diapo, qu'il peut être kické, on va dire, qu'on peut shooter dedans. Si vous kickez la pierre assez fort, vous sentirez qu'elle vous kickera en retour. Donc c'est le kickback. Il dit, je trouve excellente la suggestion faite par Landé d'appeler physiquement réel ce qui est kickable. Donc il introduit en anglais le mot kickable. J'incline à penser qu'il y a des degrés de kickabilité quand même. On ne peut pas kicker des quasars, par exemple. Mais en revanche, on peut kicker le champ de probabilité en faisant
Donc un champ de probabilité, c'est quelque chose qui est kickable, parce qu'on peut faire des changements graduels dans les conditions de l'expérience, et le champ va kicker en retour en modifiant les propensions, et fait que nous pouvons tester statistiquement, répétant l'expérience dans des conditions différentes, de sorte que les propensions qui kick eh bien, sont des propensions qui sont réelles. Donc c'est la preuve pour Popper de la réalité des propensions. Donc c'est un argument qui vient en défense de sa théorie des probabilités. Et en fait, la référence à Alfred Landé, donc qui serait l'introducteur pour Popper de ce critère du kickable, en fait, cette référence est une référence à la théorie des probabilités d'Alfred Landé. C'est un réaliste des propensions. Pour Landé, il y a une indépendance probabiliste pour expliquer la superposition d'amplitude des ondes en physique quantique. Et cette superposition, eh bien, selon Landé, peut être kickée. Elle réagit au changement de conditions. Alors un autre physicien, un physicien britannique, dans The Fabric of Reality, nous dit des choses qui s'approchent plus d'une notion abstraite du kick. Il dit « Il suffit que quand nous donnons un coup dans quelque chose, l'objet nous affecte d'une manière qui appelle une explication indépendante. Par exemple, pour Galilée, alors l'équivalent de donner un coup de pied dans un caillou fut de réfracter la lumière à travers les lentilles de son télescope et de ses yeux. Cette lumière répondit en frappant, c'est le kick, sa rétine en retour, c'est le kickback. La manière dont elle le frappa lui permit de conclure non seulement que la lumière est réelle, mais que les mouvements planétaires héliocentriques servant à expliquer la façon dont la lumière arrive sont eux aussi réels. Et de la même façon, pour David Deutsch, les shadow photons, eh bien, ils frappent en retour en interférant avec les photons que nous voyons. Donc c'est la preuve de la réalité des shadow photons. Donc on voit que c'est une notion de ce coup qui est quand même construite et relativement abstraite. Il y a des versions beaucoup plus concrètes. Sokal, donc, lors de sa polémique du hoax contre le constructionnisme, disons, eh bien, proposait aux constructionnistes de sauter par la fenêtre de son appartement, à lui, Sokal, qui se trouve au 21e étage, et puis il devrait y avoir une espèce de retour du réel qui se ferait sentir sans réplique. Alors justement, une réplique constructiviste peut consister dans le petit dialogue suivant, tiré d'un article qui s'appelle « Mon déjeuner avec Derrida ». Dans quelle mesure problématisez-vous la réalité comme étant toujours déjà une représentation? Donc c'est le constructiviste qui parle. Bon, pourquoi vous ne sauteriez pas par cette fenêtre et je vous montrerai une représentation opérant avec toute la force de la réalité objective. Donc ça, ce serait celui qui joue le rôle de Sokal. Et le constructiviste répond « J'accepterai votre invitation si vous pouvez d'abord sauter hors de la représentation. Je ne dis pas que le monde matériel, y compris la loi de la gravité, n'existe pas, mais ce qui compte est que rien n'est ou bien matériel ou bien représentationnel. » Donc, si je comprends bien l'argument ici, l'ironie du dialogue consiste à dire qu'en sautant par la fenêtre, eh bien, effectivement, on ne saute pas hors de la réalité, mais on ne saute pas non plus hors des représentations. Donc, en se cognant à un objet réel, certes, on fait l'expérience du réel, mais en se cognant à un objet représenté, eh bien, on fait l'expérience de la représentation. Alors, peut-être que ce qu'entend le constructiviste par là est tout simplement, en fait, quelque chose qui peut être énoncé qui a été énoncé par Édouard Leroy de la façon suivante. Un fait positif, ce n'est pas un coup de poing du réel. Disons même que plus un fait est scientifique, moins il est cela. Partout, théorie et fait demeurent inséparables. C'est-à-dire que, effectivement, les faits au sein de théorie, les faits sont construits, ils sont faits, il n'en demeure pas moins que le réel, lui, il doit donner des coups de poing de manière relativement indépendante. Alors, la formule « le réel, c'est ce qui résiste ». Le réel, c'est quand on se cogne, c'est une formule qui est attribuée du moins par citationscélèbre.com à Lacan. Alors,
l'interprétation de la citation a l'air assez claire, hein, au moins avec Lacan, pas besoin de réfléchir. Mais peut-être qu'il s'agirait moins d'un coup de Lacan qu'un coup dans Lacan. Alors, il y a un psychanalyste qui s'appelle Christian Dubuis-Santini qui explique ça tout à fait clairement, parce que la société est quand même de l'ordre du psittacisme, c'est la répétition, tout le monde répète sans rien savoir, et là, la citation la plus courante sur le réel, c'est tant qu'on se cogne, ce n'est pas Lacan, ça c'est Miller, mais tout le monde pense que c'est Lacan, et lui, il fait croire que c'est Lacan. La définition exacte, c'est il n'y a pas d'autre définition possible du réel que c'est l'impossible. Quand quelque chose se trouve caractérisé de l'impossible, c'est là seulement le réel. Quand on se cogne, le réel, c'est l'impossible à pénétrer. Ça, ce sont les mots précis de Lacan. Ce que dit Miller, le réel, c'est quand on se cogne, et là, on croit que c'est Lacan. Voilà. Donc, une direction dans laquelle on pourrait aller, c'est celle-ci. Pour fonder le réalisme, il ne suffit pas de donner un coup de pied, il faut analyser la réalité jusqu'à ses constituants premiers. Donc là, ce qu'on a comme distinction qui est faite, c'est celle entre l'image scientifique du monde et puis l'image manifeste. Donc, je ne vais pas aller dans cette distinction-là, je ne vois pas pourquoi l'image scientifique serait plus réelle ou moins réelle que l'image manifeste. Donc, je ne vais pas explorer la philosophie de Maturika. Ce que j'entends se rapprocherait plutôt de ce petit récit de Jacques Bouvresse, qui, dans l'itinéraire du Jura au quartier latin, eh bien, nous raconte ce souvenir de jeunesse. Je me rappelle, par exemple, avoir entrepris de lui exposer, c'est à son père qu'il expose, la philosophie de Berkeley, alors que nous étions tous deux en train de déblayer un murger. Là, on a des points de suspension qui nous expliquent ce que c'est qu'un murger. C'est un tas de cailloux. Nous étions donc là, tous les deux, armés chacun d'un pic, à discuter de l'immatérialisme. Et la conversation s'est terminée par un très vigoureux coup de pic qu'il a donné sur une pierre, en me demandant si je pensais vraiment que ce n'était pas réel, et s'il ne s'agissait au fond que d'un complexe de sensations. Donc là, l'argument du coup est présenté comme une espèce de bon sens paysan qui rabat le caquet spéculatif du philosophe. En revanche, on peut aussi avoir l'impression que c'est quelque chose qui est dans l'escarcelle du philosophe. Un coup de poing viendra à bout de tous les arguments idéalistes niant la réalité du monde extérieur, nous dit Claudine Tiercelin. Et elle demande également où Berkeley s'est-il donc trompé? D'abord, en ne tenant pas assez compte de la force réactive de l'existence ou de l'expérience, en termes catégoriels peirsiens de la secondéité, qui convaincrait pourtant n'importe quel idéaliste se cognant contre un réverbère de la réalité du monde extérieur. D'où ces glissements vers l'idéalisme platonicien, la réalité de la chose sensible résidant finalement sous forme d'archétype dans l'esprit divin. Donc l'idéaliste doit être convaincu lorsqu'il se cogne, ou encore une conception qui est si contraire au sentiment que nous avons d'être en contact perceptuel et intellectuel avec le monde ne peut être juste. Si impossible soit-il de démontrer par des arguments la réalité du monde extérieur, si fondés soient donc les doutes sceptiques, quand l'idéaliste se cogne à un réverbère, il a tôt fait de mesurer l'extravagance de sa position. C'est dans le ciment des choses. Donc, on voit que ici, ce que dit Claudine Tiercelin, c'est qu'il est impossible de démontrer par des arguments la réalité du monde extérieur. Donc, le coup de tête dans le réverbère n'est pas proprement parlé une démonstration. Donc, c'est la question que j'ai posée, de savoir en fait s'il y a un argument du coup de pied, du coup de poing. Alors, historiquement, on peut revenir à une espèce de berceau de l'argument. C'est Samuel Johnson qui, en 1763, fait un petit pas pour l'homme, mais un grand coup de pied dans l'idéalisme, puisque, en discutant avec son ami James Boswell, eh bien, il élabore sa démonstration donc comme cela. Après que nous sortîmes de l'église, nous sommes restés à discuter ensemble pendant un moment de l'ingénieux sophisme de l'évêque Berkeley, destiné à prouver la non-existence de la matière et que toute chose dans l'univers est purement idéale. J'observais que, bien que nous soyons assurés que sa doctrine n'est pas vraie, il est impossible de la réfuter. C'est Boswell qui parle. Je n'oublierai jamais l'alacrité avec laquelle Johnson répondit, en frappant son pied avec grande force contre une grosse pierre, jusqu'à lui-même en subir le rebond. Till he rebounded from it. Donc voilà, c'est Johnson qui rebondit et ce n'est pas la pierre. C'est ainsi que je la réfute. C'était une robuste illustration des vérités premières du père Buffier ou des principes originaux de Reid et Beatty, sans l'admission desquels nous ne pouvons pas davantage démontrer en métaphysique que nous ne pouvons démontrer en mathématiques sans axiome.
Je ne peux pas concevoir comment on peut répondre à Berkeley par le pur raisonnement. Alors, dans cette petite scénette, il y a plusieurs points problématiques. D'abord, la manière dont la thèse de Berkeley est récapitulée, la non-existence de la matière et toute chose dans l'univers est purement idéale. D'autre part, il y a effectivement le coup de pied, la réfutation par Johnson, et puis le commentaire que fait Boswell en rapprochant cette prétendue réfutation d'un certain nombre de philosophes du sens commun. Alors, je vais m'intéresser pas du tout au troisième point, que je n'évoquerai pas, qui relève de l'histoire de la philosophie, et donc je m'intéresserai essentiellement à l'argument possible qu'on peut reconstituer à partir de là, et puis un petit peu également à la reconstitution analytique qui est faite de la thèse de Berkeley. Alors, il y a deux grandes manières d'interpréter le coup de pied, soit en disant que l'argument du coup de pied est censé réfuter Berkeley, et c'est bien ce que dit Johnson, voici comment je la réfute, soit, comme nous le dit Boswell, eh bien, interpréter cela comme un déni de toute possibilité d'argumenter. Il est inconcevable de répondre par un argument. Donc, on peut se demander s'il n'y a pas même dans ce texte un désaccord en fait, entre Johnson et Boswell. Y a-t-il donc une tentative d'argumentation par le pied? Alors, il y a différents types d'interprétations, familles d'interprétations qu'on peut donner, à partir du coup de pied, donc soit aucun argument n'est possible, soit eh bien, des thèses que je vais appeler des thèses de la réfutation, donc le coup de pied consisterait en une tentative de réfutation, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, au moins une objection. Et dans les thèses de la réfutation, j'ai décidé de distinguer donc, des thèses de la stupidité, où on dirait, ben voilà, ce coup de pied, c'est simplement que la preuve que Johnson a mal compris Berkeley et que visiblement il est à côté de la plaque, ou alors des thèses de la subtilité qui consisteraient à dire qu'en fait on dirait qu'il n'a rien compris, mais qu'il était beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Donc c'est ce que je vais examiner, en commençant par l'idée qu'il n'y a pas d'argument. Pourquoi est-ce que la thèse berkeleyenne serait irréfutable? Parce que la position de Berkeley et C.S. Perkipi est une hypothèse bien construite, consistante, qu'il n'y a aucun moyen de contrer par l'expérience. Et effectivement, on peut penser que le coup de pied donc, est une preuve de solidité, de résistance, mais pas de matérialité. Donc, c'est principe contre principe. Certains croient qu'il existe de la matière, d'autres croient qu'il n'y a pas quelque chose comme de la matière réelle hors de nous. Et comme le pensent en général les philosophes du sens commun, eh bien, on devrait dire qu'il est impossible de raisonner sur les principes premiers. On raisonne à partir de ces principes, on peut déduire, mais il s'agit d'une espèce d'adoption d'un point de départ, le sens commun, ou alors une espèce d'extravagance du côté de l'idéaliste. Alors, on a un auteur d'un article qui nous dit je ne dis pas que Boswell fut un précurseur du pragmatisme, mais au moins sur un certain point, à savoir en prenant conscience que nous sommes parfois obligés de faire appel à quelque chose au-delà de l'argumentation, là où des différences philosophiques sont en jeu, il préfigure le traitement des disputes métaphysiques par James. Donc l'idée, ce serait qu'il faut choisir son camp, en quelque sorte. On ne peut pas toujours tout démontrer, en particulier quant aux principes métaphysiques. Et effectivement, William James dit quelque chose d'analogue. L'histoire de la philosophie est, dans une large mesure, celle d'un certain affrontement de tempéraments humains. Donc on serait soit idéaliste, soit réaliste, et puis on philosopherait à partir de cette espèce de point de départ. Alors, peut-être que l'idée qu'il n'y a pas d'argument véritablement dans le coup de pied est la décision la plus sage à prendre. Peut-être que c'est là que réside la vérité. Néanmoins, j'ai décidé de prendre au sérieux la possibilité qu'il y ait un argument, donc je vais essayer d'aller le plus loin possible dans une espèce de construction, reconstruction, pour voir jusqu'où est-ce que cela peut tenir. Alors, quel serait l'argument? Eh bien, si mon pied frappe cette pierre, alors elle résiste, ou
quand mon pied frappe cette pierre, alors elle résiste. Ça, c'est quelque chose qui est observé. Donc cette pierre est réelle. Si on veut en faire un syllogisme, il faut ajouter la proposition générale, tout ce qui résiste est de la matière réelle. Évidemment, c'est cette proposition générale qui pose problème, puisque c'est en elle que réside le réalisme, et c'est ce que nie l'idéalisme. C'est le principe premier. Alors, on peut se demander si le coup de pied si l'argument du coup de pied consiste effectivement en ça, ou pas plutôt en une espèce de réduction par l'absurde, c'est-à-dire si cette pierre n'est pas réelle, elle ne résistera pas, c'est la contraposée de la proposition générale. Cette pierre n'est pas réelle, et donc, alors cette pierre n'est pas réelle, pardon, ça c'est l'hypothèse idéaliste. Pardon. Alors, si cette pierre n'est pas réelle, elle ne résistera pas. C'est la contraposition de quoi? Oui, d'accord, c'est la contraposée donc, de tout ce qui résiste et de la matière réelle. Voilà. Cette pierre n'est pas réelle, c'est l'hypothèse idéaliste. Et donc, si mon pied frappe cette pierre, alors elle ne résistera pas. Et donc, la conclusion de l'idéaliste devrait être que l'idéaliste eh bien, frappera la pierre et agira comme si elle ne résiste pas. Donc, Berkeley devrait se cogner la tête contre les murs. C'est l'argument en fait, qui est généralement invoqué par les réalistes en disant mais les idéalistes ne sont pas conséquents, ne sont pas cohérents, parce qu'ils devraient agir comme si on pouvait passer à travers les objets. En quelque sorte, donc, l'idéaliste commettrait la même faute que Woody Allen quand il dit « Je hais la réalité, mais c'est quand même le seul endroit où se faire servir un bon steak ». Donc, à un certain moment, l'idéaliste est quand même bien content de ne pas se cogner la tête contre les murs. Il agit en réaliste, même s'il prétend soutenir des principes différents. Alors, à cet argument-là, qui est relativement faible, on peut l'admettre, de nombreux philosophes répondent, par exemple John Stuart Mill, ce sera toujours une marque authentique du défaut de profondeur métaphysique de Reid, de Stewart et, j'ai le regret d'ajouter, de Brown, d'avoir persisté à dire que Berkeley devait, s'il croyait à sa propre théorie, marcher dans le ruisseau ou donner de la tête contre un poteau. Et de poursuivre, comme si ceux qui n'admettent pas une cause occulte de leurs sensations, c'est-à-dire la matière, ne pouvaient pas cependant croire que les sensations elles-mêmes sont soumises à un ordre fixe et constant. Cette incapacité de comprendre la distinction entre la chose et ses manifestations sensibles, ou en langage métaphysique entre le noumen et le phénomène, serait inadmissible chez le disciple, même le plus obtus, de Kant ou de Coleridge. Donc, Mill a une interprétation, après, qui est un petit peu kantienne, qui distingue donc une espèce de chose en soi et puis l'apparaître des sensations. En tout cas, c'est moins ce qui nous intéresse ici, mais ça invalide, dans une certaine mesure, la tentative de réduction à l'absurde de l'attitude, du comportement de l'idéaliste. On peut se demander si, toujours en essayant de saisir un petit peu de quel argument il pourrait s'agir, s'il ne s'agit pas d'un syllogisme pratique, qui serait une forme nouvelle du syllogisme pratique que je vous présente, puisque dans ce cas-là, l'action ne serait pas la conclusion du syllogisme pratique, mais serait une des prémices du syllogisme. Si cette pierre n'est pas réelle, elle ne résistera pas. Cette pierre n'est pas réelle. Si mon pied frappe cette pierre, alors elle ne résistera pas. Et là, le coup de pied serait une prémisse qui permet de conclure, donc, cette pierre est réelle. Donc, ce qui semble important dans l'argument du réaliste, c'est non pas de dire « mon pied cognera contre la pierre », mais c'est de le faire. Donc, il y aurait quelque chose comme une importance en soi, une valeur de l'action par rapport à la description de l'action. Alors, cet argument ou cette tentative d'argumentation
on peut considérer que c'est complètement erroné et maladroit. Par exemple, Ferrier a assez bien mis en évidence, enfin assez bien défendu Berkeley en disant donc que Berkeley nie certes l'existence de la substance matérielle, c'est-à-dire de la matière en soi, mais pas de la matière telle qu'elle est perçue, de la matière, comme Ferrier l'appelle, cum perceptione. Donc, pour l'idéalisme, en fait, la perception de la matière ne peut pas être analysée en un élément subjectif d'un côté et de l'autre côté en un élément objectif, mais ce serait l'erreur du réaliste, hein, de vouloir essayer d'aboutir à quelque chose qui serait un objectif pur, un objet qui soit absolument complètement indépendant de la perception qu'on peut en avoir. L'idéalisme considère plutôt que c'est quelque chose qui est intrinsèquement lié. Et je vous renvoie pour la position de Ferrier à un article de Laurent Jaffraud qui s'intitule « Reed said the business, but Berkeley did it ». Ferrier interprète de l'immatérialisme, 2010. Donc, si on veut essayer de reformuler de manière un peu synthétique en quoi consiste la position de Berkeley, eh bien, elle consiste à dire que la sensation de solidité ne prouve pas l'existence de la matière. Il n'y a pas néanmoins d'éliminativisme des objets. Les objets existent, la réalité existe. Elle est caractérisée d'ailleurs par sa vividness et sa cohérence, hein, connected character, nous dit Berkeley. Mais tout cela consiste en idées, et en idées qui se trouvent dans l'entendement divin. Donc il faut supposer l'existence de Dieu pour ne pas dire que je suis la personne qui a toutes ces idées. Ces idées me sont données à percevoir par Dieu. Donc quelqu'un qui défend Berkeley nous dit, en frappant la pierre, Johnson n'a pas seulement échoué à réfuter la position de Berkeley, il l'a confirmé. Donc je résume un peu, parce que les sensations tactiles de Johnson ne sont pas le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est les anticipations que Johnson a eues de la résistance, grâce à la régularité des idées qui lui sont présentées, ainsi que la capacité scientifique d'expliquer ce phénomène en le subsumant sous des lois d'une généralité croissante. Tout cela fait partie de ce que l'idéaliste peut expliquer et ce qui entre dans sa représentation, dans son tableau du réel. En définitive, pour Berkeley, le coup de pied de Johnson n'est qu'un petit épisode qui révèle, comme Berkeley l'écrit dans les 3 dialogues, combien toutes les choses s'accordent délicieusement selon leur fin particulière pour constituer les parties convenables du tout. Donc il n'y a pas du tout de surprise, l'idéaliste n'est pas surpris de rebondir contre la pierre, c'est ce qu'il avait prévu, et c'est ce que lui disent les lois, qui sont les lois de la perception et les lois des objets idéaux. Pour répondre encore plus simplement, Mario Bunch nous dit « Berkeley aurait pu rétorquer que le coup de pierre ne prouve que la chose suivante, la pierre était là seulement parce que le docteur Johnson l'a perçue. Donner un coup de pied n'a donc rien de décisif, sauf pour marquer des buts au football. » Ou encore, comme le dit Bertrand Russell, la sensation va simplement être le signe d'elle-même, donc une sensation de choc contre une pierre, eh bien, ne sera pas le signe de la pierre, mais le signe simplement de quelque chose qui a été perçu. Le docteur Johnson, réfutant Berkeley, pensait que la douleur qu'il éprouvait au pied quand il butait contre une pierre était une preuve de l'existence de la pierre, mais il s'avère qu'elle n'atteste même pas l'existence de son orteil, puisqu'il aurait pu la sentir même si son pied avait été amputé. Plus généralement, si un nerf est stimulé d'une certaine manière, une certaine sensation en résulte, quelle que soit la source de la stimulation. Donc là, on est presque dans l'hypothèse d'un cerveau stimulé nerveusement. Il n'y a absolument aucune connexion nécessaire avec un objet extérieur. Donc finalement, pour résumer, Johnson prend pour de la réalité ce qui est en fait des idées dans l'entendement divin, et comme le sait fort bien Roger Pouivet, confondre Dieu et un réverbère, c'est ce qui s'appelle prendre le Messie pour une lanterne. Alors, si on essaie d'être un peu plus charitable en disant que Johnson a été particulièrement subtil, et beaucoup plus qu'on le croit. Alors, je hasarde une ligne que je ne vais pas du tout suivre,
c'est simplement une petite piste qui est peut-être absurde. Peut-être que le problème viendrait du fait que lorsque Berkeley dit « toutes les pierres que voici sont des idées, ce ne sont pas des pierres matérielles », en fait, on quantifie sur des pierres qui n'existent pas réellement, et donc il y aurait quelque chose comme une expression mal formée du type « il existe une pierre telle que si X est une pierre, alors X n'existe pas », et donc Johnson ferait une espèce de quantification logique avec les pieds en dénombrant les existants. Voilà, je ne suis pas sûr que ça conduise très loin. J'ai autre chose à vous proposer, en partant d'un article de Hallett, qui propose donc de dire que, effectivement, Johnson est tout à fait conscient que les sensations de solidité et de douleur sont dans l'esprit, sont simplement perçues et ne sont pas du tout des choses qui viennent de l'extérieur. En revanche, l'action de donner un coup et la réaction de la pierre, souvenez-vous que Johnson rebondit, eh bien, ça, ce ne sont pas simplement des sensations, puisque ce qui serait pour Berkeley une pierre idée, eh bien, elle aurait en quelque sorte des mains et des jambes, c'est-à-dire la pierre est capable de kickback, elle est capable de donner une force, de donner un coup elle-même. Alors, le postulat de Berkeley, c'est que toutes les actions sont mentales, et donc c'est Dieu qui agit. Dieu en personne, in persona sua, Dieu donne un petit coup à Johnson lorsque lui-même a donné un petit coup à la pierre. Alors ça, c'est un postulat sur lequel on n'est pas obligé de s'accorder. On pourrait dire, donc si on essaie de développer l'argument qui en fait repose sur un lien de causalité, ou un lien plus exactement d'action et de réaction, lors de l'expérience du coup de pied, on pourrait objecter que nous ne faisons pas cette expérience de l'action et de la réaction, objection de type humien, mais ce dont il s'agit de l'expérience de l'activité du corps de Johnson lui-même, de la personne qui donne le coup de pied. Et peut-on dire qu'il s'agit d'une perception, que la décision d'agir lorsque je donne un coup de pied porte sur le contenu perceptuel qui est de ce qu'est mon corps, ou est plutôt une résolution sur mon corps lui-même, et non pas la perception de mon corps, eh bien, on a l'impression qu'on peut dire quelque chose comme, en donnant un coup de pied, c'est non pas la représentation de mon corps, mais véritablement mon corps qui émet cette force, qui fait cette expérience. Alors, Hallett fait une analogie intéressante et frappante. Elle dit, c'est un petit peu la même chose que pour ce qui est de la vision de l'œil. Je sais que mon œil n'est pas simplement idéal, parce qu'en voyant, je ne vois pas mon œil. Donc là, l'idée serait de dire que de même, en donnant un coup, eh bien, je ne perçois pas le coup que je donne, cela ne fait pas partie de mon expérience sensuelle, il n'y a aucun contenu perceptif de mon coup, mais simplement l'actualisation d'une potentialité qui est dans mon corps, qui n'est pas du désir, qui n'est pas de la perception, qui n'est même pas de la volition, volition qui, en l'absence d'une efficace physique, ne peut pas mouvoir le corps, mais il s'agit vraiment de quelque chose qui est davantage et plus pour mouvoir le corps. Finalement, ça nous rapprocherait de positions qui sont celles, par exemple, de William James sur le sens de l'effort. Lorsque James nous dit « il n'y a pas de remarque plus commune que celle-ci, la résistance à l'effort musculaire est le seul sens qui nous donne conscience d'une réalité indépendante de nous. La réalité qui nous est révélée dans cette expérience prend la forme d'une force analogue à la force de l'effort que nous exerçons nous-mêmes. » Donc, cette sensation de l'effort ne serait véritablement ni une sensation, ni quelque chose de l'ordre de la volonté, mais une espèce d'action corporelle qui, elle, est indéniablement réelle. Alors peut-être que Berkeley a les moyens de répondre à cela. C'est peut-être même d'autant plus ironique que Berkeley est l'un des philosophes connus pour avoir donné une importance particulière au sens de l'effort musculaire et du toucher
dans la perception et dans la représentation des objets. Dans sa nouvelle théorie de la vision, il dit que ce n'est pas l'inférence inconsciente depuis la vision qui nous donne l'idée de l'extension, mais le toucher. Et de la même façon, l'explication des lois du mouvement, de l'action et de la réaction, se fait assez clairement dans le Demotu, en montrant comment s'appliquent les lois de la nature, et en montrant qu'elles s'appliquent de la même façon à des agrégats de matière ou à des collections d'idées, comme Berkeley l'entend. Alors l'hypothèse que je vais proposer consiste à reprendre l'idée de l'importance de l'action-réaction, mais simplement en précisant que c'est une action-réaction symétrique et accompagnée de douleur. Alors la symétrie, ça consiste à dire que percevoir, c'est déjà une réaction, il n'y a pas simplement une action, mais quelque chose comme un sens de l'effort qui est lui-même une réaction. La perception visuelle, la perception sensible est déjà une réaction. Pourquoi ? Parce que c'est une force de contrainte. Enfin, on réagit à une force qui nous contraint de l'extérieur. C'est ce que Peirce appelle la secondéité. Donc je passe assez rapidement là-dessus, mais il l'a décrit ainsi. Ce choc que nous éprouvons à chaque fois qu'une chose particulièrement inattendue s'impose à notre reconnaissance est simplement le sens de l'inertie volitive des attentes qui frappe comme un coup de pression quand le clapet s'ouvre. Et la force de ce coup, si l'on pouvait la mesurer, serait la mesure de l'énergie de la volonté conservatrice qui est libérée. Bon, ça c'est l'aspect symétrie. L'aspect douleur, eh bien, consiste à dire, à partir de l'hypothèse donc idéaliste, par exemple, ou sceptique, par exemple dans la version cerveau dans une cuve, et à se demander si le cerveau peut mourir. Normalement, le cerveau dans la cuve ne peut pas mourir. Pourquoi ? Parce que le cerveau dans la cuve perçoit simplement des impulsions qui lui sont transmises et qui sont des fictions. Et si le savant fou décidait de lui injecter des sensations de mort, lui donner l'impression qu'il est mort, eh bien, il ne serait pas réellement mort. Et là, c'est peut-être la seule sensation où il y a véritablement une distinction réelle entre ce que serait être mort dans la cuve et être mort dans l'image, disons. Donc, le cerveau dans la cuve mort et le cerveau stimulé pour être mort n'est pas le même. Et finalement, j'émets l'hypothèse que dans le choc, et dans la douleur liée au choc, eh bien, il y a la prémonition, l'intuition de cette finitude qui nous fait sortir de la cuve en quelque sorte. Donc, je fais référence évidemment à l'article de Putnam de 81, dans lequel Putnam nous explique que le mot cuve désigne la cuve dans l'image, et donc pour le cerveau dans la cuve ne peut pas désigner la cuve dans laquelle se trouve le cerveau. Alors, on pourrait dire que par analogie, eh bien, pour l'idéaliste, mort ne peut pas véritablement renvoyer à... Donc je ne parle pas de l'idée de la mort, mais véritablement de ce qui est être mort, eh bien, ne peut pas renvoyer à une perception de être mort. Du coup, là, on aurait la démonstration qu'il y a une différence entre la sensation et puis la réalité de la chose, simplement dans la mort. Et donc, le coup qui est donné, eh bien, ce serait, et la douleur, à ce moment-là, ce serait quelque chose comme entrevoir la possibilité de succomber à ce coup, et donc de disparaître. Wittgenstein lui-même fait l'analogie entre l'œil par rapport au champ visuel et la mort par rapport à la vie. Notre vie est tout aussi dépourvue de fin que notre champ visuel est dépourvu de limites, c'est-à-dire que nous sommes immortels tant que nous sommes idéalistes. Néanmoins, il y a peut-être certaines expériences qui nous font prendre conscience que nous sommes mortels, de même que nous pouvons prendre conscience des yeux, malgré le fait que nous ne puissions pas les voir dans notre champ visuel. J'ai voulu mettre une image
de cette scène célèbre du chien andalou où un œil est coupé avec une lame de rasoir. Et puis j'ai eu un peu de compassion pour vous. Mais l'idée serait que l'œil est cette espèce de point idéal qui perçoit, qui peut même percevoir la lame du rasoir qui est en train de le couper, jusqu'au moment où l'œil ne perçoit plus rien. Donc il y aurait une analogie de cette sorte-là dans la douleur, lors du choc du contact de la réalité, comme analogie, voilà, comme prémonition de notre finitude. Ce qui est censé être un coup dur pour l'idéaliste, et si l'idéaliste ne veut toujours pas y croire, ma conclusion, c'est donc qu'il faut philosopher à coups de marteau en les portant sur la tête de l'idéaliste, et donc le principe du réalisme épistémologique nous engage à la violence. Merci.